Une fillette de 13 ans qui a complètement changé de personnalité du jour au lendemain. Une famille qui n'arrivait pas à comprendre ce qu'il se passait. Un homme mystérieux qui est apparu lors d'une fête et a disparu sans laisser de traces. Et une découverte terrible qui révélerait non seulement ce qui était arrivé à la fillette, mais aussi l'identité de l'un des criminels les plus dangereux de la région. Voici une histoire qui a exposé de graves défaillances dans le système de protection des mineurs et montré comment un prédateur a réussi à contourner la justice pendant des années. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos affaires criminelles. Dans la municipalité de Villa Maria, située dans le département de Caldas, en Colombie, naquit en 2001 une fillette nommée Luisa Fernanda Garcés Pérez. Elle grandit dans un environnement familial apparemment normal, entourée de l'affection de ses parents, Diana Marcela Pérez et Giovanni Garcés, ainsi que de son petit frère, Joan Esteban, qui avait 2 ans de moins qu'elle. La famille comptait également sur la présence constante des grands-parents paternels, Luis Alfredo Garcés et son épouse, qui vivaient à proximité et entretenaient une relation très proche avec leurs petits-enfants. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cette tranquillité familiale était sur le point d'être détruite, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Luisa était connue de tous comme une enfant exemplaire. À l'école locale où elle étudiait, elle se distinguait par d'excellents résultats académiques et était admirée tant par ses camarades que par ses professeurs. Sa personnalité joyeuse et charismatique faisait d'elle le centre d'attention à la maison et tous ceux qui la connaissaient s'accordaient à dire qu'elle était une fillette extrêmement heureuse, toujours entourée d'amis et pleine de rêves pour l'avenir. Cependant, l'harmonie familiale commença à présenter des fissures lorsque les problèmes conjugaux entre Diana et Giovanni s'intensifièrent. La mère développa un problème grave avec l'alcool, tandis que le père travaillait de longues journées nocturnes pour subvenir aux besoins de la famille. Cette dynamique laissait fréquemment les enfants sous la garde des grands-parents paternels, qui les accueillaient avec beaucoup d'amour et d'affection. Mais quelque chose était sur le point de se passer qui changerait tout à jamais. En janvier 2014, quelque chose d'extraordinaire commença à arriver à Luisa. La fillette joyeuse et studieuse que tout le monde connaissait disparut simplement, laissant place à une version complètement différente d'elle-même. Son comportement changea de manière si radicale qu'il laissa tous ceux qui l'entouraient perplexes et inquiets. La transformation fut effrayante. Luisa passa d'une enfant douce et obéissante à une adolescente rebelle et agressive. À l'école, elle commença à s'engager dans des disputes constantes avec ses camarades, et sa discipline chuta de telle sorte que les professeurs durent appeler les parents à plusieurs reprises. En juin de la même année, la situation s'était tellement détériorée que les autorités scolaires menacèrent de l'expulser si le comportement ne s'améliorait pas. À la maison, la situation n'était pas différente. La fillette devint émotionnellement distante et fermée, refusant de parler à la famille de ce qui se passait. Giovanni devenait de plus en plus désespéré en essayant de comprendre ce qui avait causé ce changement drastique chez sa fille. Mais tous ses efforts pour se rapprocher d'elle étaient vains. Pouvez-vous imaginer le désespoir d'un père, voyant sa fille se transformer ainsi, sans comprendre pourquoi ? La situation familiale se compliqua encore plus lorsque Diana quitta la maison, soit pour une opportunité de travail dans une autre ville, soit en raison de problèmes dans le mariage. Les versions varient. Ce qui est certain, c'est que Giovanni resta seul pour s'occuper des enfants, comptant sur l'aide des grands-parents paternels. Luis Alfredo, qui avait une affection particulière pour sa petite fille, finit par être très permissif avec elle, ce qui ne fit qu'empirer son comportement défiant. Désespéré de trouver une solution, Giovanni décida que peut-être un environnement différent pourrait aider Luisa. Il contacta sa sœur à Medellín et demanda si la fillette pouvait passer du temps avec elle. Mais loin de résoudre le problème, le déménagement ne fit qu'empirer les choses. Luisa s'enfuit de chez elle et fut retrouvée des jours plus tard en compagnie d'amis. Un épisode qui laissa toute la famille encore plus inquiète. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. La tante de Luisa, cherchant une aide professionnelle pour comprendre le comportement de sa nièce, consulta une amie qui travaillait comme assistante sociale. Ce que cette professionnelle dit changerait tout à jamais. En juillet 2014, Giovanni reçut un appel qui allait altérer sa perception de tout ce qui se passait. Sa sœur lui dit que selon l'assistante sociale, le comportement de Luisa était cohérent avec celui d'un enfant qui avait subi un certain type d'abus. La nouvelle fut comme un coup de poing dans l'estomac du père qui n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Pendant des semaines, Giovanni lutta avec cette possibilité, ne sachant pas comment aborder le sujet avec sa fille. Et finalement, le 19 août 2014, il rassembla le courage de poser la question qu'aucun père ne devrait avoir à poser. Il s'assit avec Luisa sur le canapé du salon et, le cœur serré, demanda si elle avait été victime d'abus. La réaction de la fillette confirma ses pires craintes. Les larmes jaillirent immédiatement des yeux de Luisa et, entre les sanglots,
elle raconta finalement la terrible vérité qu'elle avait gardée pendant des mois. L'histoire que Louisa raconta était encore plus troublante que ce que Giovanni imaginait. Elle relata qu'à la fin janvier, pendant que son père travaillait, sa mère avait invité une amie appelée Jeannette à boire à la maison. Les deux femmes s'enivrèrent et plus tard elles furent rejointes par un homme inconnu qui apporta des boissons encore plus fortes. Quand l'alcool fut fini et que les deux femmes s'endormirent sur le canapé, l'étranger suggéra aux frères et sœurs de sortir manger quelque chose. Ils allèrent à un stand de nourriture proche, mangèrent des hot-dogs et retournèrent à la maison où ils trouvèrent Diana et Jeannette encore endormies. Comme il était déjà tard, les enfants se dirigèrent vers la chambre qu'ils partageaient pour dormir, mais ce qui arriva ensuite serait un traumatisme qui marquerait Louisa à jamais. L'homme est entré dans la chambre des enfants avec de l'argent en main et offrit au petit Juan 50 000 pesos colombiens, environ 15 $, pour qu'il aille dormir ailleurs. L'enfant, sans aucun soupçon, accepta l'argent et alla dormir à côté de sa mère. Peu après, Juan entendit des cris désespérés venant de la chambre et courut voir ce qui se passait. Ce que l'enfant de 12 ans vit le traumatisa profondément. L'homme était nu dans le lit, tandis que sa sœur pleurait désespérément. L'agresseur s'habilla rapidement et s'enfuit des lieux. Mais avant de partir, Louisa supplia son frère de ne dire à personne ce qui s'était passé, car ils auraient des ennuis. Les deux frères et sœurs portaient à ce terrible secret pendant 8 longs mois, jusqu'à ce que Louisa trouve finalement le courage de tout raconter à son père. La révélation laissa Giovanni complètement détruit. Il comprenait finalement pourquoi sa fille avait tant changé, pourquoi la fillette joyeuse et affectueuse s'était transformée en adolescente en colère et consumée par la tristesse. La douleur de découvrir ce qui s'était passé se transforma bientôt en fureur incontrôlable contre Diana, qui avait permis qu'un parfait étranger entre dans la maison où se trouvaient ses enfants. Giovanni confronta immédiatement son ex-épouse, lui reprochant d'avoir bu jusqu'à perdre sa conscience et d'avoir laissé sa fille vulnérable à un prédateur. Mais Diana était sur la défensive et affirma n'avoir aucune idée de ce qui s'était passé. Pire encore, elle admit ne connaître même pas l'homme, qui était juste une connaissance de son ami. Sachant qu'elle n'obtiendrait pas plus d'informations de Diana, Giovanni décida d'amener Louisa pour un examen médico-légal et de porter plainte. Accompagné de son père, Luis Alfredo, qui était également dévasté par la situation, ils cherchèrent la justice pour leur fille. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cette plainte déclencherait une série d'événements qui mèneraient à une tragédie encore plus grande. Le jour suivant, après avoir accompli toutes les procédures légales, Giovanni dut partir travailler, laissant les enfants à la maison. Quand il rentra le matin, il trouva Louisa faisant ses devoirs et dit qu'il allait se reposer dans la chambre. Quand il se réveilla, entre 7 et 8 heures du soir, il remarqua que Louisa n'était pas à la maison. Initialement, Giovanni ne s'alarma pas, car Louisa avait l'habitude de visiter ses grands-parents. Il se prépara à partir au travail et en chemin appela ses parents juste pour confirmer que la fillette était avec eux. La réponse qu'il reçut le mit en panique. Ils n'avaient pas vu leur petite fille ce jour-là. Et ainsi commença une recherche désespérée, qui mobilisa toute la famille et la communauté. La famille sortit immédiatement dans les rues pour chercher Louisa. Giovanni et Luis Alfredo passèrent toute la nuit à parcourir chaque coin de la communauté, espérant la trouver, mais leurs efforts firent inutiles. Ce qu'ils pensaient initialement être un acte de rébellion adolescente se transforma bientôt en un véritable cauchemar quand ils réalisèrent que quelque chose de grave s'était passé. Le matin du 21 août 2014, père et grand-père se rendirent aux autorités pour signaler officiellement la disparition de la mineure de 13 ans. Ils imprimèrent des centaines de tracts avec la photo de Louisa et les distribuèrent dans toute la ville, demandant à quiconque l'avait vue de les contacter. La police activa immédiatement une opération de recherche et commença à suivre toutes les pistes possibles, espérant retrouver la fillette le plus rapidement possible. C'est pendant cette enquête qu'ils découvrirent l'examen médico-légal récent et la plainte d'agression sexuelle. Les détectives se concentrèrent sur cette information et commencèrent à enquêter sur l'identité du supposé agresseur, soupçonnant qu'il pourrait être lié à la disparition. Mais ce qu'ils trouvèrent était beaucoup plus sinistre qu'ils ne l'imaginaient. Avec les informations fournies par Giovanni, les enquêteurs localisèrent Jeannette, l'amie de Diana qui connaissait supposément le suspect. L'entretien avec la femme ne fut pas très éclairant, car elle affirmait ne connaître l'homme que par son prénom, Andrés, et insistait qu'elle ne savait pas plus de détails sur lui. Jeannette raconta qu'elle avait eu une relation avec lui 7 ans auparavant et qu'elle l'avait même visité en prison, une révélation qui fit douter les détectives de sa version, car il serait impossible de visiter quelqu'un en prison sans avoir ses données complètes.
Malgré les incohérences, elle maintenait qu'elle ne savait rien de plus parce qu'il devenait défensif et agressif chaque fois qu'elle essayait d'en savoir plus sur sa vie personnelle. Selon Janet, au début janvier, elle était dans le salon où elle travaillait comme coiffeuse, buvant avec Diana, quand elle reçut un appel d'un numéro inconnu. En répondant, elle reconnut la voix de son ex-petite amie qui proposa d'apporter plus d'alcool. C'est ainsi qu'elles finirent chez les Garcés, où se trouvaient les enfants de Diana et Giovanni. Les peu d'informations fournies par Janet laissèrent les enquêteurs dans une impasse, tandis que la famille ne renonçait pas à chercher Louisa. Pendant ce temps, père et grand-père continuaient leurs recherches inlassables. Luis Alfredo alla jusqu'à se déguiser en mendiant pour parcourir les zones les plus dangereuses de la ville, pensant que peut-être sa petite fille s'était impliquée avec de mauvaises personnes. Tous les jours, il allait au commissariat pour savoir s'il y avait des progrès dans l'affaire. La famille eut aussi recours aux réseaux sociaux et à la presse locale, espérant que quelqu'un aurait des informations sur l'endroit où se trouvait Louisa. Mais les jours passaient sans aucun indice, et tous commencèrent à craindre le pire. 5 jours après la disparition, le 26 août 2014, un pêcheur fit une découverte macabre sur les rives du fleuve Coca. Les autorités furent immédiatement alertées de la présence de restes humains sur la rive du fleuve. Les enquêteurs arrivèrent sur les lieux et constatèrent qu'il y avait des parties d'un corps en état de décomposition éparpillées dans la zone, certaines apparemment endommagées par l'action d'animaux sauvages. Malgré l'état des restes, les jambes étaient intactes et les détectives purent observer qu'elles étaient attachées avec des lacets de chaussures au niveau des chevilles. La victime portait une mini-jupe, indiquant qu'il s'agissait d'une jeune femme. Près des restes, ils trouvèrent un sac en tissu rustique contenant des mèches de cheveux. Tous les vestiges furent collectés et emmenés au laboratoire pour analyse, tandis que les restes mortels furent envoyés à la morgue locale pour que les experts tentent de déterminer la cause de la mort et l'identité de la victime par examen médico-légal. Comme personne ne va réclamer le corps, il fut enterré de manière anonyme, mais le destin ferait que la vérité vienne au jour. Moins d'un mois plus tard, la pathologiste responsable de l'autopsie remarqua que les caractéristiques physiques et les vêtements de la victime coïncidaient avec la description de l'adolescente disparue. Le 1er septembre 2014, la médecin légiste contacta Giovanni pour demander un échantillon d'ADN qui serait comparé avec le matériel génétique extrait des restes mortels. 2 mois et 2 jours après la découverte du corps, le 28 octobre 2014, les analyses confirmèrent ce que tous craignaient. Les restes mortels appartenaient à Luisa Fernanda Garcés Pérez. L'autopsie révéla que la mineure était décédée à cause d'un traumatisme crânien causé par un objet contondant dans la région droite de la tête. La confirmation de la mort dévasta complètement Giovanni, qui n'arrivait pas à imaginer qui aurait des raisons de faire du mal à sa fille. Luis Alfredo, également impacté par la perte de sa petite-fille, monta un autel en sa mémoire à l'entrée de sa maison et hissa un drapeau blanc comme symbole de la pureté de la fillette, promettant qu'il ne l'enlèverait que lorsque le responsable serait trouvé. Le même jour de la confirmation de l'identité, le corps fut exhumé et finalement enterré au cimetière de Villa Maria, en milieu des expressions de douleur des proches qui réclamaient justice. Malheureusement, les enquêteurs n'avaient aucune preuve physique qui pourrait identifier l'agresseur. Aucun échantillon d'ADN, empreinte digitale ou tout autre élément qui le lierait au crime ne fut trouvé. L'affaire semblait destinée à rester sans solution jusqu'à ce qu'un témoin inattendu apparaisse. Un ami de Louisa, appelé Luis Fernando, a cherché les autorités et dit qu'il avait vu la fillette le jour où elle est disparue. Selon son récit, cet après-midi-là, pendant que Giovanni dormait, Louisa demanda son aide pour trouver un homme qu'elle appelait son oncle, bien qu'elle n'ait donné plus de détails sur cette personne. Les 2 jeunes allèrent un stand de Food Quick qui, coïncidence, était le même endroit où l'agresseur avait emmené Louisa et Juan la nuit de l'attaque. Certaines sources indiquent que le propriétaire du stand, John Jairo Munoz Ortiz, déclara que quand Louisa arriva avec son ami, elle demanda s'il la reconnaissait et rappela que des mois auparavant, elle avait été là avec un homme et son petit frère. Quand Louisa demanda s'il connaissait cet homme, John répondit que oui, car ils avaient auparavant essayé de négocier la vente d'une motocyclette, bien que l'affaire ne se concrétise pas. Il chercha le contact dans son téléphone et découvrit qu'il l'avait sauvegardé avec le surnom de « Le Maigre ». Même ainsi, il donna le numéro à Louisa, qui appela d'un magasin proche qui louait des téléphones à la minute. Mais ce qui arriva après cet appel révélerait le mystère le plus troublant de toute l'affaire. Luis Fernando raconta à la police que tout ça passa vers 8h30 du soir et qu'après l'appel, il dit à Louisa qu'il était content qu'elle avait pu trouver son oncle, mais qu'il devait partir pour ne pas avoir d'ennui avec sa mère. Il affirma que quand il laissa son amie, elle était près du stand de Food Quick.
Quand la police interrogea John, il dit que vers 7h45 du soir, il vit l'homme qu'il connaissait comme le Maigre arriver sur sa motocyclette et s'est arrêté dans les environs. Alors Louisa courut vers lui et l'embrassa avant de monter sur la moto et de partir du lieu. Cette information laissa les enquêteurs encore plus perplexes. Non seulement personne ne semblait connaître le vrai nom du suspect, mais ils n'arrivaient pas non plus à comprendre pourquoi Louisa avait cherché l'homme qu'il avait supposément agressé, pourquoi elle s'était émue en le voyant, et principalement pourquoi elle était partie volontairement avec lui. La réponse à ces questions ne viendrait que quand ils découvriront finalement la véritable identité du prédateur. Les enquêteurs notèrent des divergences entre les récits de Luis Fernando et John, surtout en relation aux horaires des événements. Tandis que le garçon affirmait qu'il était 8h30 du soir quand il laissa Louisa sur place, John soutenait qu'il était 7h45 quand la fillette partit en motocyclette. Cette incohérence ajouta plus de mystère à l'affaire complexe. Décidant d'enquêter plus amplement, les détectives retournèrent interroger Janet. Cette fois, la femme mentionna finalement la prison où elle avait visité son ex-petite amie. Les autorités demandèrent des informations au système pénitentiaire sur les visites que Janet avait faites, et c'est ainsi qu'elles obtinrent finalement le nom du suspect. En décembre 2014, 2 mois après la découverte du corps, ils identifièrent l'homme comme Gabriel Jaime Marolanda Sepúlveda. À la surprise des enquêteurs, le sujet possédait un historique criminel étendu remontant à l'année 1995, avec de nombreuses entrées et sorties de prison. Ce qu'ils découvrirent sur cet homme les laissèrent complètement choqués. Selon les registres, Gabriel était né le 22 décembre 1973, mais il n'existait pratiquement aucune donnée sur sa vie personnelle, sauf son vaste casier judiciaire. À l'époque des faits, il avait 3 enfants de relations avec différentes femmes. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme une personne froide et calculatrice qui profitait de personnes vulnérables. Il avait travaillé comme coiffeur, d'où le surnom Peluco, et aussi comme électricien. Apparemment, il avait fait quelques études de psychologie. Dans la prison à la Blanca, où il purgeait une peine pour un de ses crimes, circulaient des rumeurs qu'il se proclamait sorcier et disait avoir des pactes surnaturels. Plusieurs fois, Gabriel affirma qu'il pourrait s'évader à tout moment et en fait, il réussit à s'échapper en une occasion, étant postérieurement transféré à Picalea à Ibagué. Maintenant, la police avait un nom et un visage, mais elle devait encore prouver que c'était lui qui avait agressé Luisa. Et c'est alors qu'ils eurent recours au seul témoin oculaire du premier crime. Les enquêteurs montrèrent une sélection de photographies à Juan Esteban, de 11 ans, et l'enfant reconnut immédiatement Gabriel comme l'homme qui était venu chez lui en janvier 2014 et avait agressé sexuellement sa sœur. Avec l'identité de l'agresseur confirmée, ils avaient maintenant le défi de prouver que Gabriel était la même homme qui avait emmené Louisa du stand de nourriture la nuit de 21 août. Pour cela, ils eurent recours à des experts en technologie pour analyser les registres téléphoniques de Gabriel dans l'objectif de le localiser sur la scène de crime et de le lier au homicide de la fillette. Les registres révélèrent des informations cruciales. Le jour suivant la disparition de Louisa, le téléphone du suspect reçut 3 appels. Un d'eux, fait à 5h30 de l'après-midi, le localisait exactement à l'endroit où le corps fut trouvé. Comme l'autopsie révéla que la mineure était décédée entre 5 et 6 jours avant la découverte des restes, la ligne de temps situait Gabriel à cet endroit à l'heure approximative de la mort de Louisa. Pour la police et le parquet, il n'y avait aucun doute qu'il était responsable du crime. Le 21 avril 2015, un tribunal pénal municipal émit un mandat d'arrêt contre Gabriel Jaime Marolanda Sepúlveda, connu sous le nom de Peluco, de 43 ans. Cependant, ils ne purent pas l'exécuter immédiatement car sa localisation était un mystère. Selon certaines sources, la police reçut des informations que le suspect travaillait comme journalier dans des plantations de café à l'intérieur du pays. Ils parcoururent plusieurs fermes espérant le trouver, mais les efforts ne donnèrent pas de résultat. Ils essayèrent aussi de le contacter par le numéro de téléphone qu'ils avaient, mais également sans succès. Finalement, le matin du 4 mai 2015, Gabriel Jaime Marolanda fut capturé par des effectifs de la police municipale de Manizales, dans le quartier Cervantes de cette ville, quand il se présentait à une audience judiciaire pour un de ses nombreux délits. Selon les autorités, l'opération pour sa capture ne laissa aucune échappatoire aux dangereux criminels. Et c'est alors que la véritable étendue de ces crimes vint au jour. Au moment de l'arrestation, il fut informé qu'en plus de l'atroce crime contre Louisa, le sujet possédait un vaste casier judiciaire. Selon les registres judiciaires, il avait au moins 13 arrestations et 8 condamnations pour des délits comme homicide, vol illégal d'armes à feu et évasion de prison. Selon la police, son profil psychologique pourrait être celui d'un psychopathe ou criminel en série. Les enquêteurs découvrirent qu'il avait assassiné une étudiante dans les installations d'une université à Bogota et avait été libéré seulement 3 ans auparavant après avoir purgé la sentence imposée pour ce crime. L'enquête révéla que Gabriel montrait des patterns de violence de genre incluant des abus et homicides motivés par vengeance ou rejet. Dans le contexte de la disparition et mort de Louisa, il fait décrit comme un individu manipulateur qui profitait de situations de vulnérabilité pour commettre ses atrocités. Sa haine envers les femmes s'évidençait dans des agressions intérieures des partenaires sentimentales et autres victimes.
Une de ses ex-compagnes le dénonça pour l'avoir agressé répétitivement avec des instruments tranchants, fait qui serait utilisé postérieurement pour démontrer sa capacité de commettre des crimes violents, spécialement contre les femmes. Mais le chemin vers la justice ne serait pas simple. Après la détention, l'organe d'enquête ouvrit deux processus contre Gabriel, un pour homicide qualifié et un autre pour délit sexuel contre mineur de 14 ans. Initialement, Gabriel n'accepta pas les accusations et nia connaître la victime, posture qu'il m'attend pendant tout le jugement. Le premier procès commença le 23 juillet 2015, quand se réalisa une audience préparatoire au 6e tribunal pénal de circuit de Manizales pour l'accusation d'homicide. Dans cette audience et les suivantes, Gabriel resta impassible, comme si tout ce qui se disait n'avait rien à voir avec lui. La défunte de Gabriel ne présenta pas de témoin parce qu'elle ne put les localiser. D'autre part, le témoin clé de l'accusation, John Ray Romunuz Ortiz, disparut aussi et ne comparut pas pour donner son témoignage. Le tribunal ordonna qu'il soit conduit de force pour comparaître au procès oral, mais le parquet et la police ne purent le localiser. À son domicile, ils trouvèrent la mère de John Nairo qui dit qu'il ne pouvait pas comparaître à ce moment parce qu'il avait signé un contrat de travail et pourrait être licencié s'il s'absentait. La fan ne facilita pas la localisation du témoin. Mais cela n'empêcha pas que la justice suive son cours. Face à l'impossibilité d'interroger John Nairo, le parc et les avocats de la famille de la victime demandèrent au tribunal d'accepter comme preuves d'entretien qu'il avait donné aux officiers de la division d'enquête criminelle. Demande qui fut contestée par la défense de Gabriel. Le parquet allégua que John Nairo fuyait pour ne pas comparaître parce qu'à plusieurs occasions il dit être menacé. De plus, on découvrit que le témoin était en liberté conditionnelle et que quelques mois auparavant, pendant qu'il était en prison, il avait partagé une cellule avec l'accusé. Bien qu'il manquât son témoin clé, le parquet avait confiance que les preuves obtenues pendant les enquêtes étaient suffisantes pour établir qu'en janvier 2014, l'accusé avait abusé sexuellement la victime, comme le démontrait le rapport de médecine légale, et qu'il l'avait postérieurement assassiné en vengeance pour l'avoir dénoncé. Selon l'hypothèse de l'accusation, Gabriel l'a frappé avec un objet contondant jusqu'à fracturer sa tête, attacha ses pieds avec les lacets des chaussures et jeta postérieurement le corps dans le fleuve avant de fuir du lieu. Les enquêtes prouvèrent aussi qu'avant le crime, Luisa avait appelé plusieurs fois au portable de l'accusé pour demander qu'il vienne la chercher à Villa Maria. Gabriel résidait à Marsella, Risarda, y avait accès au lieu où il abandonna le corps sans vie de la mineure, mais il continuait à se reconnaître sa responsabilité. Et bien qu'il admette qu'il avait passé presque la moitié de sa vie en prison et qu'il avait commis des erreurs, il affirmait qu'il serait incapable de faire du mal à un mineur. Et alors, Gabriel tenta une défense qui choqua tous les présents. L'accusé dit au juge que tout était un montage contre lui et que la famille de la victime prenait sa revanche. Il montra une série de photographies avec lesquelles il prétendait démontrer qu'à la date de l'abus sexuel et de la mort de Luisa, il n'avait pas visité Villa Maria ni Manizales. Selon Gabriel, il était à Marsella, Risarda, où il allait commencer un travail avec sa partenaire, et il mentionna plusieurs réunions familiales auxquelles il participa à cette époque. Mais ce n'est pas tout. Il affirma aussi qu'il avait eu une relation sentimentale avec la mère de Luisa et que ça n'avait pas prospéré à cause des problèmes d'alcool qu'avait Diana, qu'il accusait d'être travailleuse de sexe. Ces affirmations furent faites devant le père de la femme et le grand frère de la fillette, qui depuis le banc du public montra son indignation pour ce qu'il qualifia de calomnie et de fausseté. Mais les arguments de l'accusé et de ses avocats ne servirent à rien. Le 13 juillet 2016, un tribunal pénal de Manizales émit la sentence condamnatoire entre Gabriel Jaime Rolanda Sepulveda pour l'assassinat de Luisa Fernanda Garcés Pérez, survenue en 2014 dans la municipalité de Villa Maria Caldas. Presque un mois plus tard, le 12 août 2016, il fut condamné à 46 ans de prison pour l'homicide de Luisa. La famille de la fillette fut satisfaite de la condamnation, car justice avait été faite. Cependant, leur calvaire n'était pas encore terminé, car ils ne comprenaient pas pourquoi la mineure avait contacté son propre agresseur la nuit où elle a disparu. Certaines sources indiquent qu'en 2017, il eut un possible appel ou révision de la sentence présentée par la défense de Gabriel, dans l'objectif d'obtenir que sa condamnation soit réduite. Pendant la recherche pour ce récit, au début de septembre 2025, aucune information ne fut trouvée sur les résultats de ce supposé recours légal. Cependant, en avril 2018, la condamnation fut ajustée à 40 ans, 6 ans de moins que la sentence émise en 2016. Néanmoins, un autre tribunal pénal ajouta une nouvelle condamnation de 9 ans, cette fois pour le délit d'acte sexuel avec mineur de 14 ans en relation avec la même victime. Cela signifie que pour l'agression sexuelle et l'homicide de Luisa Fernanda Garcés Pérez, l'accusé purgerait un total de 49 ans de prison. Jusqu'au début de septembre 2025, Gabriel Jaime Marulanda continuait de purger sa condamnation en prison, sans indice de liberté ou changement significatif dans son statut légal. Il n'y a pas de rapport récent d'appel réussi ou de libération. La tragique histoire de Luisa Fernanda Garcés résonne encore dans la mémoire collective des Colombiens parce qu'elle refléta la grave situation de violence à laquelle s'exposent les mineurs en situation de vulnérabilité ou dans des contextes familiaux complexes.
l'affaire révéla de sévères défaillances dans le système de protection familiale et dans la réponse opportune aux dénonciations d'abus contre enfants et adolescents. Bien que la justice, quoique tardive, ait été appliquée avec sévérité dans cette affaire, après plus d'une décennie, la douleur persiste encore dans la famille de la victime et dans la communauté de Villa Maria, où ils réclament encore des mesures plus effectives pour éviter que des histoires comme celle-ci se répètent. La question qui reste est où furent les défaillances qui permirent qu'un prédateur avec un historique si étendu puisse circuler librement dans la société? Comment un homme avec 13 arrestations et 8 condamnations antérieures put-il avoir un accès si facile à une résidence où il y avait des mineurs? Et pourquoi le système de protection de l'enfance ne fut-il pas capable d'identifier les signes d'abus plus tôt? Cette affaire nous rappelle l'importance d'être attentif aux signes que les enfants nous donnent quand quelque chose ne va pas. Le changement drastique de comportement de Louisa aurait dû être un signal d'alarme rouge pour tous ceux qui l'entouraient. Malheureusement, il fallut des mois pour que quelqu'un fasse la connexion entre son comportement et la possibilité d'abus. L'histoire de Luisa Fernanda Garcés expose aussi comment les criminels manipulateurs réussissent à s'infiltrer dans des familles vulnérables, profitant de situations comme l'alcoolisme et la désintégration familiale. Gabriel sut exactement comment exploiter ses faiblesses pour obtenir accès à ses victimes. Un autre aspect troublant de l'affaire est comment le système judiciaire permit qu'un individu avec tant de condamnations antérieures continue de circuler librement. Les constantes entrées et sorties de prison de Gabriel démontrent une défaillance grave dans le système de réhabilitation et dans l'évaluation du risque de récidive pour les criminels violents. Le mystère sur pourquoi Louisa chercha son agresseur la nuit de sa mort continue d'être une des questions les plus troublantes de l'affaire. Les spécialistes en psychologie infantile suggèrent que les enfants victimes d'abus développent parfois des liens complexes avec leurs agresseurs, surtout quand il y a manipulation psychologique impliquée. Il est possible que Gabriel ait utilisé des techniques de coercition ou chantage pour faire croire à Louisa qu'elle devait le trouver. L'enquête révéla aussi comment des témoins clés peuvent simplement disparaître quand les affaires impliquent des criminels dangereux. La disparition de John Jairo Munoz Ortiz, pendant le jugement, soulève des questions sur la protection des témoins dans des affaires de haute gravité. Son absence faillit compromettre tout le processus judiciaire. La persistance de la famille de Louisa, spécialement de son grand-père Luis Alfredo, fut fondamentale pour que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Le drapeau blanc qu'il hissa en mémoire de sa petite-fille et qu'il promit de ne retirer que quand l'assassin serait capturé, devint un symbole de la recherche inlassable de justice. Cette affaire soulignait aussi l'importance de la technologie légale moderne dans la résolution de crimes. Ce furent les registres téléphoniques qui finalement placèrent Gabriel sur la scène de crime au moment approximatif de la mort de Louisa, fournissant la preuve cruciale qui manquait pour sa condamnation. La condamnation de Gabriel à 49 ans de prison représente non seulement la justice pour Louisa et sa famille, mais aussi la protection de la société contre un prédateur en série. Son historique démontre clairement qu'il représentait un danger constant pour les femmes et les enfants, et son emprisonnement empêcha que d'autres familles passent par le même traumatisme. Cependant, la question qui demeure est combien d'autres Louisa auraient pu être sauvés si le système de justice pénale avait été plus rigoureux avec Gabriel dans ses condamnations antérieures. L'affaire expose le besoin urgent de réforme dans le système pénitentiaire pour garantir que les criminels violents récidivistes restent éloignés de la société le temps nécessaire. La mémoire de Luisa Fernanda Garcés continue de vivre, non seulement dans le cœur de sa famille, mais aussi comme un rappel constant de la nécessité de protéger nos enfants et d'être toujours vigilants contre les prédateurs qui se déguisent en personnes ordinaires. Cette affaire changea la façon dont beaucoup de communautés abordent la protection infantile et servit de catalyseur pour des discussions importantes sur la réforme du système judiciaire et la protection des mineurs en situation de vulnérabilité. Nous espérons que vous êtes restés jusqu'au bout de cette histoire complexe et troublante. Si c'est votre première vidéo ici sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos affaires criminelles. Votre abonnement nous aide beaucoup à continuer d'apporter ces histoires importantes. Laissez dans les commentaires votre opinion sur cette affaire. Croyez-vous que cette tragédie aurait pu être évitée ou pensez-vous que furent les principales défaillances? Quelles autres affaires criminelles aimeriez-vous voir analysées ici sur la chaîne? Votre participation est fondamentale pour notre communauté. Rappelez-vous toujours de traiter tous les commentaires avec respect, surtout en considérant que nous parlons de la vraie vie de personnes qui ont subi des tragédies inimaginables. Nous pouvons débattre et discuter, mais toujours avec le respect que toutes les victimes et leurs familles méritent. À la prochaine histoire criminelle, et merci d'être avec nous dans ce voyage en quête de vérité et de justice.